que sont les amas coquillers archéologiques et de ce qu'on peut tirer comme information paléo-environnementale de l'étude des coquilles que contiennent ces sites à partir de différentes techniques. Donc je vais me baser sur quelques exemples tirés de mes travaux, essentiellement au Pérou et au Sénégal. Bon alors, on va parler des amas coquillers en général. Ensuite, du contenu de ces amas en termes d'espèces. Puis je vais présenter rapidement ce que sont les isotopes stables et quelles informations ils peuvent nous amener. Ensuite, je vais présenter la sclérochronologie, donc qui est une technique d'étude de la formation de ces coquilles. Et enfin, des applications de ces méthodes pour l'étude des mobilités, de la saisonnalité de pêche. Là, je vais me baser sur l'exemple d'un site péruvien. Et enfin, je vais vous montrer deux exemples d'applications paléoclimatiques. Alors, les amas coquillers sont des sites archéologiques qui sont extrêmement variés, qu'on trouve un peu partout dans le monde, qui sont constitués donc d'accumulations de déchets, déchets de cuisine. Donc les pêcheurs qui consomment ces coquilles ensuite les accumulent dans certains sites. Et on les trouve dans toutes sortes d'environnements, généralement les environnements côtiers, mais également on trouve des amas coquillers en domaine continental, au bord de certaines rivières ou lacs, mais bon, la plus grande partie sont sur des côtes marines, puisque on a quand même une beaucoup plus forte productivité dans ces zones-là. On en trouve donc dans des zones tropicales humides, par exemple ici au Sénégal, ou dans des endroits tout à fait désertiques. Alors les plus anciens sites coquillers se trouvent en Afrique du Sud. Donc ici on a l'exemple de la grotte de Blombos en Afrique du Sud qui date environ de 100 000 ans, où on a des coquilles vraiment extrêmement anciennes. On y reviendra. Mais ces usages en fait perdurent jusqu'à aujourd'hui. Ici vous avez un amas de coquilles actuel dans le Sénégal. Donc on peut voir aujourd'hui le processus de formation de ces sites. Vous avez une personne en dessous, là, vous voyez, qui a un seau rempli ce sont des coquilles qui ont été sorties des coquilles et qui ont été séchées. En Amérique du Sud, donc voici le plus ancien amas coquillé, qui est la Quebrada Hawaii, qui est un peu daté de 13 000 ans, donc qui est sur la côte sud du Pérou. Et l'espèce qui est dominante dans ce site a été également exploitée jusqu'à des périodes très récentes. Donc ça c'est une photo de 1997 où on voit des gens qui extraient aujourd'hui la même espèce. Et vous voyez sur la photo du dessus des petits monticules qui sont des monticules actuels. Donc c'est un processus qu'on peut observer encore aujourd'hui. Donc ces amas coquillers ont existé durant toute la période de l'homme moderne et recouvrent tout type de culturel. Donc ça va des chasseurs-cueilleurs, des premiers chasseurs-cueilleurs, jusqu'aux grandes civilisations. Donc ici vous avez un site de la période Inca, dans la vallée de Ica au Pérou, et à côté est adossé un monticule en fait de déchets, vous voyez sur le côté, qui est un mélange de sable, coquilles diverses et restes culturels.
On observe une très grande variabilité de taille et de forme. Donc ici un amas en Mauritanie qui date à peu près de 5000 ans. Donc certains édifices extrêmement importants. Ici on est au Brésil. Ici de nouveau au Pérou, donc vous voyez des fois des accumulations qui sont extrêmement grandes. Donc les plus grands amas coquillers sont connus, se trouvent au Sénégal, au Brésil, en Australie, on en trouve aussi au Canada, en Amérique, et puis au Pérou, mais on en trouve à peu près quand même dans le monde entier en général. Alors ça va de ces très grandes accumulations que j'ai montrées avant à parfois quelques coquilles éparses, des sites extrêmement réduits qui témoignent d'un événement de pêche qui peut être des fois une pêche unique d'une journée. Donc là par exemple vous avez des sites qui sont suffisamment grands pour être localisés par satellite. Vous voyez ici à gauche toute cette zone un peu plus claire. On est dans l'estuaire de mangrove du Saloum. Ici, cette zone un peu plus claire est comme une île artificielle constituée de coquilles sur laquelle pousse une forêt de baobab. Ici, dans le désert côtier péruvien, vous voyez des accumulations de coquilles aussi qui se détachent très bien sur le fond. Et on voit une espèce de structure en anneau. Alors, là, la difficulté de l'étude des amas coquillers, c'est la complexité en fait de leur mode de formation. Donc on peut avoir un mode d'accumulation tout à fait régulier, comme ce qu'on voit en haut, par exemple adossé à une paroi, à une zone où sont jetés les déchets qui vont s'accumuler petit à petit. Mais on peut aussi avoir des accumulations beaucoup plus irrégulières par tas qui, au lieu de s'accumuler en hauteur, peuvent dans le temps s'accumuler horizontalement et puis de manière complètement désordonnée. L'accumulation peut se faire de manière très discontinue et très complexe. Donc après, la difficulté est de retracer la stratigraphie de ces sites. Ça se traduit par une variabilité de densité, par des densités du reste coquillé qui est très variable. Donc, comme vous pouvez voir sur ces deux exemples, à gauche vous avez une stratigraphie très mélangée de sédiments et de coquilles. À droite, dans ce site, on a quasiment exclusivement des coquilles accumulées de manière très compacte avec très peu de sédiments, qui témoignent d'une variabilité très importante dans les rapidités d'accumulation et dans les modes d'édification de ces sites. Donc une variabilité de la puissance stratigraphique extrêmement importante aussi. Vous voyez à gauche une simple lentille dans la stratigraphie ici, qui peut correspondre à la pêche d'une journée. Ou à droite, vous voyez ici une accumulation qui fait à peu près 6 mètres de haut. Ici, c'est une coupe d'une route. Donc 6 mètres de haut, qui est un mélange de restes extrêmement divers, de tissus, sédiments, d'os, céramique et de coquilles. Donc il témoigne de processus sur des durées extrêmement variables. Donc une des principales difficultés de l'étude des amas coquillers, c'est la stratigraphie et la chronologie. Donc bon, vous connaissez le principe des datations C14. Alors qu'est-ce qu'on peut dater dans ces amas coquillers ? On peut dater soit des coquilles, ou on peut dater ce qui est associé des charbons ou des macro-restes végétaux, par exemple. Alors, il y a deux choses auxquelles il faut faire attention sur la datation des coquilles. D'abord, c'est la recristallisation de ces coquilles, c'est-à-dire qu'elles sont constituées de carbonate de calcium. Il faut être d'abord sûr que ce matériel a été bien préservé.
c'est-à-dire qu'il peut se dissoudre et se recristalliser, auquel cas ce qu'on date n'a plus du tout la même, ne s'est pas formé à la période originale. Et surtout, le problème majeur, c'est l'âge réservoir. Donc, vous savez que l'océan a un carbone qui est en moyenne vieux de 400 ans. Donc, une datation sur coquille va tendance à être plus ancienne que la réalité. Et cet âge réservoir varie de 0 à 1000 ans, grosso modo en milieu marin, mais également en milieu d'eau douce. Donc là, on a une très grosse incertitude. Alors bon, tout dépend sur les périodes de temps sur lesquelles on travaille, mais 1000 ans, pour les périodes récentes, ça peut être une incertitude extrêmement importante. Donc, il semble plus approprié de dater les charbons ou les macrorestes végétaux, ce qui n'est pas dénué de problèmes forcément, parce que notamment en zone aride, on peut avoir ce qu'on appelle les problèmes du vieux bois, c'est-à-dire qu'un morceau de bois, les conditions étant tellement arides qu'un tronc d'arbre peut être préservé pendant des siècles, voire des millénaires, et être utilisé ensuite comme bois de chauffage. D'où une datation qui sera artificiellement trop ancienne. Alors quelques exemples un petit peu de chronologie reconstituée dans différents sites. Donc là je vais prendre l'exemple de la Quebrada de los Burros. Donc on est au Pérou, période pré-céramique. Bon, je reviendrai sur ce site, sur cet exemple à différents moments de l'exposé. Donc là on voit à gauche une stratigraphie d'une coupe. On a une accumulation d'environ 1,50 m. Et dans lequel ont été identifiés une série de 6 niveaux, avec entre le niveau 3 et 4 un niveau stérile. Et vous voyez à droite les datations C14 obtenues sur charbon dans ce site, donc qui s'étale à peu près, je ne sais pas si vous voyez l'échelle en bas, mais ça va environ de 9500 ans BP à 6800 ans, grosso modo. Alors, cette chronologie, en fait, a déjà fait l'objet d'un certain nombre de choix. Toutes les dates sont pas là. Les archéologues ont fait un tri entre ce qui était cohérent et ce qui n'était pas. Et donc moi, en général, je travaille sur des profils stratigraphiques, sur des affleurements, par exemple. Donc là, c'est plus simple. Mais en fait, toutes ces datations proviennent de niveaux qui ont, sur toute une surface de fouille, où là, ça devient beaucoup plus complexe parce qu'il s'agit d'identifier des surfaces cohérentes. Donc voilà le secteur de fouille, en fait, c'est un des secteurs de fouille. Et vous voyez que sur cette surface, les niveaux représentent, les niveaux qui ont été identifiés représentent des épaisseurs qui font guère plus de 20 cm. Donc suivre une couche de 20 cm sur une surface de cette ampleur, c'est quelque chose d'assez complexe. Donc là, c'est pas du tout ma spécialité, mais vous pouvez voir les différentes couches. Là, c'est simplement une sur une coupe qui ont été reconstituées, mais en fait, c'est un travail en 3 dimensions qui a été effectué. Voilà un autre exemple donc là c'est sur un affleurement d'un site plus récent. On a une série de dates, vous voyez en abscisse là, donc les datations AD en fonction de la profondeur. Et donc les dates les points, les carrés noirs en fait correspondent à des datations sur charbon. Et les dates en vert correspondent à des datations sur des restes de plantes annuelles. Alors on a, vous voyez par exemple cette datation-là, qui sort complètement du lot, qui est donc un charbon qui sort vraiment de la chronologie, qu'on interprète que moi j'ai interprété comme probablement un morceau de vieux bois que je mentionnais tout à l'heure. Alors après,
la difficulté dans l'interprétation de l'accumulation d'un site comme ça, c'est qu'on a plusieurs options en fait de modèle d'âge. Donc là, j'ai représenté deux options sur le graphe qui sont représentées par ces deux courbes. On peut avoir l'option d'une accumulation plus ou moins continue qui passe grosso modo dans la moyenne de toutes ces dates. Mais il est tout à fait, il est possible et assez probable que, par exemple, sur certaines périodes, la partie là, qui correspond au du niveau 13 au niveau 6 représente en fait une accumulation extrêmement rapide, presque quasiment immédiate. Donc on a une autre possibilité, c'est en fait une accumulation par palier, par des périodes d'accumulation très rapides, entrecoupées de périodes d'inactivité. Donc déjà la chronologie, c'est vraiment la base ensuite pour avant d'accéder à des reconstitutions paléo-environnementales. Alors, un autre exemple là qui vient du Sénégal. Alors vous voyez à gauche l'accumulation de coquilles qui fait 10 mètres de haut. Donc ça fait partie vraiment des amas coquillers les plus monumentaux qu'il existe au monde. Et là on a un modèle d'âge par contre qui est très cohérent, quelque chose d'assez idéal. Aucune inversion de date, avec des variations dans le taux d'accumulation. Vous voyez donc sur la période centrale, on a un taux d'accumulation beaucoup plus élevé, avec sur la fin une accumulation plus lente. Couplé à cet ensemble de dates, on a évidemment ce qui est l'information du profil stratigraphique. Donc sur tout ce profil, on a observé aucune rupture stratigraphique, c'est-à-dire on n'a aucun signe que le site aurait pu être abandonné pendant une certaine période de temps. Par exemple, on ne trouve aucun dépôt éolien intermédiaire, aucune zone d'humus qui pourrait montrer que pendant un certain temps la végétation a pu reprendre le dessus, ou alors des zones où on aurait un taux de fragmentation des coquilles très élevé qui montrerait qu'il n'y ait plus d'accumulation et que le passage des gens aurait provoqué cette fragmentation. Donc là on pense sur ce site qu'on a une accumulation à peu près continue, avec des variations dans la vitesse d'accumulation, mais à peu près continue pendant à peu près 600 ans. Alors, on va parler un petit peu maintenant du contenu de ces sites. Alors, on va s'intéresser aux coquilles. Alors, on trouve tellement de ces amas coquillers parce que il s'agit d'une ressource qui peut être extrêmement abondante. On a sur certaines plages certaines espèces qui ont une concentration de plusieurs milliers d'individus au mètre carré, qui sont extrêmement simples à récolter. Il n'y a aucune technologie qui est nécessaire. Donc c'est une ressource extrêmement facile et qui peut être récoltée extrêmement rapidement. D'autre part, les mollusques se caractérisent par... donc c'est une ressource qui a un volume de déchets très élevé, donc les déchets sont les coquilles, par rapport aux protéines fournies. Donc, vous savez, hein, quand on termine une moule frite, il nous reste un tas de coquilles énormes, et en fait, un groupe d'une dizaine ou une vingtaine de personnes, sur une saison de pêche, peut accumuler un volume de coquilles extrêmement conséquent, plusieurs mètres d'épaisseur éventuellement, sur une surface équivalente de la pièce environ. Et donc on peut avoir des vitesses d'édification extrêmement rapides. Alors ce qui fait qu'on trouve beaucoup de sites qui sont monospécifiques, donc vous en avez un exemple ici, avec une densité de coquilles extrêmement élevée. Donc comme vous voyez ici, on a un site, donc c'est au Pérou, d'Argopecten purpuratus. Et
il n'y a quasiment rien entre ces coquilles. Il n'y a pas de sable, il n'y a pas de sédiments, il n'y a absolument rien. C'est vraiment un tas de coquilles pures. Et une densité de restes culturels très faible. En fait, dans ce site, je crois qu'on n'a jamais retrouvé un seul objet culturel, ni céramique, ni lithique, ni quoi que ce soit. Alors on trouve ce type de site. Par exemple, donc là c'est quelque chose d'intermédiaire. On a une accumulation aussi, pareil, monospécifique. On trouve sur plusieurs mètres, voire jusqu'à 10, 12, 15 mètres de hauteur, uniquement un Adara senilis, avec un sédiment interstitiel de type limon à sable très fin. Des charbons et des restes de type céramique extrêmement rares en fait. Donc en général, ces sites sont interprétés comme des sites qui sont non résidentiels et vraiment dédiés à l'extraction d'une ressource et au conditionnement de cette ressource. Donc le conditionnement étant l'extraction de la coquille et ensuite un conditionnement sous, par exemple, séchage ou fumage. Donc ce qui expliquerait le taux d'accumulation extrêmement rapide. Et au contraire, on a des sites qui sont cette fois résidentiels, où on va trouver des restes culturels beaucoup plus abondants. En général, une plus grande variabilité taxonomique et en général un taux d'accumulation plus faible. Mais bon, tout ça c'est en général parce qu'on trouve un petit peu toutes les cas de figure. Donc, par exemple, à la QLB, c'était la Quebrada de los Burros, ont été recensées 27 espèces de mollusques. Donc, parmi les analyses fréquentes qu'on fait sur ces restes de mollusques, l'identification des espèces, et après la quantification des fréquences, et dont on peut tirer un certain nombre d'informations. Donc, sur le graphe que vous voyez ici, en bas, ce sont les différents niveaux de la stratigraphique de ce site. N7 étant le plus ancien et N2 le plus superficiel. Et ici sont représentés les pourcentages des 4 espèces les plus fréquentes. Alors on remarque quelque chose d'assez intéressant. Donc par exemple l'espèce Concholepas qui est le gastéropode du dessus, qui était au début en fait en 3e position, qui représente à peu près 15% des espèces. Progressivement, au cours de l'occupation, va devenir petit à petit l'espèce la plus abondante. Et en revanche, l'espèce qui était majoritaire au début, Mesodespa donatium, donc c'est la 2e, va à partir du niveau 6, va diminuer progressivement, et il y aura une inversion entre ces 2 espèces vers le niveau 4. Donc on s'est longtemps posé des questions sur la signification de ce signal. Est-ce qu'on a là un signal, le signal la manifestation d'un changement climatique, ou géomorphologique, ou culturel? Alors on y reviendra. Alors ensuite, les coquilles qu'on trouve dans ces amas sont pas forcément toujours des déchets, sont aussi on trouve des coquilles qui sont transformées pour des usages bien particuliers. Alors ici quelques exemples de coquilles qui ont été transformées pour différents types d'outillage. Donc à gauche, ce sont vous voyez une série on appelle ça des barbes d'hameçon, donc c'est la pointe de l'hameçon, qui ont été faites à partir de morceaux de coquilles de moule. Donc là, on est toujours au Pérou. Au nord du Chili, ils sont assez connus des hameçons. Vous voyez, ce sont des hameçons entiers qui sont également élaborés à partir de parties de coquilles de moule. En dessous, vous voyez un exemple d'une coquille qui a été
denticulés artificiellement, probablement pour fabriquer un objet destiné à découper. Également un exemple d'une moule. Vous remarquerez la taille, elle doit faire à peu près 25 cm de long, qui a été également transformée pour former ses dents à l'extrémité. Bien que on dirait qu'il s'agit d'un objet à découper, en fait on ne sait pas du tout à quoi ça sert, parce que quand on a fait les analyses, vraiment on a étudié au microscope les stries qui auraient pu être laissées par l'usage de cette coquille au niveau des dents. On remarque au niveau des dents, il n'y a aucune strie qui a été laissée. Donc a priori, elle n'a pas été utilisée comme couteau ou autre. Donc en fait, on ne sait pas vraiment à quoi a servi cette coquille. Enfin, assez souvent, les coquilles sont utilisées à des fins ornementales. À droite, vous voyez, ce sont des coquilles qui sont percées, qui viennent de la grotte de Blombos en Afrique du Sud. Donc c'est parmi les premières traces de coquilles ornementales, puisque ça a 75 000 ans, qui ont été percées pour faire des colliers. Et à gauche, ce sont aussi des pièces de colliers faites à partir de coquilles. Ou encore, certains coquillages ont des significations symboliques. Donc ça, ce sont des objets divers qui proviennent de sites de la vallée de Ica. Et vous voyez le coquillage qui est rouge présent sur la photo. Là, ce sont le fameux... le nom m'échappe, rappelle. Comment ? Spondylus, voilà. Alors le spondylus, qui aujourd'hui... qui ne grandit pas du tout dans les eaux péruviennes, mais beaucoup plus au nord, en Équateur. Donc on pourrait se demander, on sait bien que ces spondylus, on les trouve dans les sites incas, enfin dans les sites péruviens. En fait, on les retrouve là parce qu'ils ont fait l'objet d'un échange, d'un commerce avec des sites beaucoup plus au nord. Mais on peut se demander aussi si les coquilles qu'on retrouve, les espèces qu'on identifie dans les sites archéologiques, peuvent nous permettre de retracer des changements environnementaux. Et la première chose qu'on peut regarder, c'est les assemblages taxonomiques des espèces. Est-ce que ces assemblages taxonomiques correspondent à des températures, à des conditions environnementales qui sont les mêmes qu'aujourd'hui ou différentes et qui pourraient éventuellement témoigner d'un changement climatique. Alors là, je parlais d'un cas connu dans la problématique des paléoclimats au Pérou. Donc, ce sont par exemple deux sites, Sitges au nord du Pérou et Ostra sur la côte centrale, où ont été identifiés, alors au nord, cette espèce Anadara tuberculosa, qui est une coquille, qui est une espèce de mangrove, dans un endroit où aujourd'hui il n'existe plus de mangrove. Et au site d'Ostra, on a identifié Chioné subrugosa, qui est également une espèce souvent associée aux mangroves, mais pas nécessairement, mais en tout cas une espèce d'eau tropicale. Donc sur les côtes du Pérou, on a des eaux froides, et aujourd'hui, ces espèces vivent dans les eaux beaucoup plus chaudes de la région plus au nord, de l'extrême nord du Pérou et de l'Équateur. Donc, et ces espèces ont été trouvées dans des sites qui ont à peu près 6000 ans, 6000 ans d'âge. Alors l'équipe, d'abord Richardson, puis Sandbryce, ont élaboré une théorie paléoclimatique à partir de ces observations. Et ils ont pensé trouver la preuve dans la présence de ces espèces, disons, qui sont des anomalies au niveau taxonomique dans ces endroits. La preuve qu'avant 5000 ans, donc à la période de ces sites,
on avait à cette époque des eaux océaniques beaucoup plus chaudes au Pérou. Alors il y avait un autre groupe de chercheurs qui a proposé un mécanisme alternatif pour expliquer la présence de ces espèces, qui est basé sur des mécanismes géomorphologiques. Donc à droite, vous voyez la morphologie, le trait de côte actuel de cette zone. Donc en fait, ils ont étudié les processus sédimentaires côtiers de cette partie. Et donc ce qu'ils ont reconstitué, ce qu'ils ont proposé comme histoire, c'est qu'on avait une côte déjà nettement moins avancée à 6500 ans, et s'est formé aux alentours de 5000 ans, ce cordon dunaire, ce cordon littoral sableux, qui aurait isolé une grande lagune qui aurait eu des échanges avec l'océan ouvert beaucoup plus réduit et qui aurait eu du coup une température qui a permis de maintenir une température beaucoup plus élevée que l'océan ouvert. Et ce serait dans ces conditions fermées, plus chaudes, qui auraient été créées par ce cordon littoral, qu'auraient pu s'établir ces populations de Chioné subrugosa, dans cette espèce d'eau tropicale. Ensuite, cette lagune se serait comblée progressivement pour former la structure côtière actuelle. Donc deux mécanismes différents qui n'ont pas du tout la même application. Dans le mécanisme géomorphologique implique en fait un réchauffement vraiment extrêmement local de la côte, et alors que l'autre équipe proposait que tout l'océan était plus chaud, environ 6000 ans avant. Donc au niveau climatique, c'est une signification tout à fait différente. Alors comment tester ces deux hypothèses, comment les choisir l'une plutôt que l'autre? Donc en fait, ce seront les isotopes stables qui apporteront une réponse à cette problématique. Donc on va revenir après sur la méthode des isotopes stables. Ici, on a comparé donc dans différents sites côtiers de la côte du Pérou et du Chili. Donc vous avez en abscisse, ce sont les valeurs de delta O18, c'est-à-dire les rapports isotopiques de l'oxygène. On y reviendra. Donc en gros, vous voyez sur comment sont expliquées on a des conditions plus chaudes ou des conditions plus froides qui sont traduites par ces différentes valeurs isotopiques. Et on s'est rendu compte que si on analysait les coquilles de ces différents sites, en fait, et qu'on les comparait aux conditions actuelles, on trouvait toujours à cette époque que l'océan avait des conditions plus froides ou similaires selon les endroits par rapport à l'actuel. Donc l'hypothèse d'un océan plus chaud au Pérou à cette époque était invalidée par ces données, et donc confirmer l'hypothèse d'un mécanisme géomorphologique pour expliquer ces amas coquillés anormaux. Alors, on va maintenant rentrer un petit peu plus dans le détail des isotopes stables. Ici, je vais uniquement parler des isotopes stables de l'oxygène. Les isotopes stables de l'oxygène dans le carbonate de calcium, qui est le matériau qui constitue les coquilles de mollusques. Alors vous voyez à gauche un atome d'oxygène normal qui a une masse 16, donc 8 neutrons, 8 protons constituent l'essentiel des atomes d'oxygène, et puis son isotope 18, de masse 18, qui a 2 neutrons en plus.
et qui représente à peu près 0,2% des atomes d'oxygène dans la nature. Alors, le carbonate de calcium contient des atomes d'oxygène, et donc va avoir un rapport isotopique. Alors, le carbonate de calcium se forme par une réaction assez simple entre les ions carbonate, enfin entre les ions entre le calcium et les ions carbonate. Et quand il précipite sous forme de carbonate, donc CaCO3, il précipite sous deux structures cristallographiques différentes, qui sont la calcite, qui est la structure stable dans les conditions de température et de pression, ou l'aragonite, qui elle, en fait, est métastable, c'est-à-dire l'aragonite, si vous précipitez du carbonate de calcium dans un verre, sera toujours de la calcite, ne va jamais se précipiter sous forme d'aragonite. Mais on les trouve, quand beaucoup de coquilles sont faites en aragonite, par un processus biologique. Donc là, ce que vous voyez, ce sont en fait des photos au microscope électronique à balayage, où on voit des gros cristaux, donc à gauche de calcite. Ils font alors il y a tout un tas de microstructures possibles. À droite, vous voyez, c'est la structure de la nacre, qui forme en fait comme des petits disques empilés. Mais l'aragonite peut avoir aussi d'autres structures. Bon alors, donc on reprend la formation de carbonate de calcium, qui se forme à partir donc de calcium, d'ions carbonate. Mais parmi ces ions carbonate, certains vont être chargés avec un atome d'oxygène 18. Donc vous voyez, c'est l'équation du dessous. Et quand l'ion carbonate est chargé avec un oxygène 18, il va former une molécule de carbonate de calcium également chargée en oxygène 18. Donc on va définir le rapport isotopique, qui est assez simple, c'est juste la simple proportion entre d'oxygène 18 par rapport à oxygène 16. On a donc d'un côté des ions carbonate qui ont un rapport isotopique R1, et les carbonates de calcium qui ont un rapport isotopique R2. Donc on pourrait penser que la proportion d'oxygène 18 dans les ions carbonate va se retrouver ensuite dans le carbonate de calcium qui a été formé. Ce qui se produit, c'est ce qu'on appelle le fractionnement isotopique, c'est-à-dire que cette proportion va changer. Alors la cause de ce fractionnement isotopique, c'est essentiellement la différence de masse entre ces deux atomes, qui fait que lors de la réaction de précipitation du carbonate de calcium, quand on a des réactifs de base plus ou moins lourds, ils vont être discriminés au cours de cette réaction. C'est-à-dire que la réaction ne va pas être aussi simple, si vous voulez, par exemple, si on part d'un oxygène 18 ou on part d'un oxygène 16. Alors ce fractionnement isotopique, c'est simple en fait. S'il n'y avait pas de fractionnement isotopique, on aurait le même rapport isotopique dans le carbonate de calcium que dans les éléments de départ. Donc ce fractionnement isotopique, on peut le traduire simplement par le facteur alpha, qui est le rapport entre R2 et R1. Alors, une autre notation du rapport isotopique, c'est sous la forme delta. Donc j'ai noté en bas ce que ça signifie, ce rapport delta. En fait, c'est simplement la déviation relative de ce rapport isotopique par rapport à un référentiel international. Qui se traduit en pour 1000, c'est-à-dire on pourrait le mettre en pourcent si vous voulez. Par exemple, ce rapport isotopique de notre objet d'étude, il peut être enrichi en O18 ou appauvri en O18 de tant de pourcents, ou tant de pour 1000 en l'occurrence,
par rapport à un référentiel, à un matériau de référence international. Donc généralement on utilise plutôt pour des questions de comparaison entre laboratoires, on utilise cette notation delta. Et le fractionnement isotopique, si on utilise les deltas, simplement la différence entre la composition isotopique des éléments d'arrivée, carbonate de calcium, par rapport à la composition isotopique des réactifs de départ. Alors qu'est-ce qui se passe? Ce fractionnement, en réalité, il est sensible à la température. C'est-à-dire que le O18 et l'O16 vont être discriminés, mais de façon différente selon la température. D'accord? Donc au final, ça signifie que le rapport isotopique de notre carbonate de calcium, il dépend du rapport isotopique de nos ions carbonates de départ qui ont servi à le former, et de la température. Donc ça arrive au final à une équation assez simple, ici, que la différence isotopique entre nos deux produits est une relation linéaire de la température. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que nous, on est capable de mesurer le delta O18 dans les carbonates par spectrométrie de masse. On va voir ensuite comment ça marche. On a une coquille, on peut mesurer le rapport isotopique dans cette coquille. Et ce rapport isotopique, il dépend de deux choses, de la température d'une part et du delta O18 de l'eau. Donc si un de ces deux facteurs est constant, on peut remonter à l'autre. D'accord? Si le delta O18 de l'eau ne change pas, à ce moment-là, les variations du delta O18 des carbonates vont nous permettre de reconstituer les variations de température. Oui. Ou si la température ne varie pas, elles vont nous permettre de reconstituer les variations de delta O18 de l'eau. Donc ça, c'est un outil assez fort pour remonter pour des reconstitutions paléo-environnementales. On verra après des applications. Alors rapidement, comment on mesure la composition isotopique dans les carbonates de calcium? C'est quelque chose qu'on pratique dans les coquilles de mollusques, c'est quelque chose qu'on fait également avec des coraux, avec des spéléothèmes, avec des foraminifères, avec toutes sortes d'organismes qui servent d'archives paléo-environnementales. Alors bon, voilà un spectromètre de masse, à gauche. Alors on part d'un petit échantillon de poudre de carbonate, à peu près 0,1 mg, qui va être placé dans un petit tube qui va être ensuite sous vide, dans lequel on va injecter une petite dose d'acide phosphorique. Et l'acide donc va dissoudre le carbonate, ça va produire du CO2 et de l'eau. Donc ce CO2, comme on est sous vide, on n'a que du CO2 et de l'eau produits par cette dissolution, qui vont être transférés par des petits capillaires. Pardon. Ensuite, ce mélange va passer dans un piège cryogénique, c'est-à-dire à moins 90 degrés. Et à moins 90 degrés, l'eau va geler, mais pas le CO2. Donc l'eau va rester piégée à cet endroit-là, et on va récupérer uniquement ce CO2, qui est issu de notre échantillon de carbonate. Alors, et ensuite envoyé dans le spectromètre de masse. Le spectromètre de masse, en fait, permet de séparer des molécules de masse différentes. Alors, le principe, c'est simple, on les bombarde, elles prennent une charge électrique, il y a un champ électrique, elles sont accélérées, passent dans un champ magnétique, et le champ magnétique va impliquer une force sur ces particules accélérées, et le rayon de courbure, la trajectoire que va prendre cette particule, en fait, dépend de sa masse. Donc, au final, on va pouvoir séparer des molécules de CO2
chargés avec uniquement des oxygènes 16 qui vont avoir une masse 44. Le carbone c'est 12, plus 2 fois 16 ça fait 44. On va pouvoir les séparer des molécules de CO2 qui sont chargées d'un carbone, un oxygène 16 et un oxygène 18, puisqu'elles ont une masse 46. On va avoir deux capteurs, un sur 46, un sur 44. Chaque capteur va recevoir ces particules. On va avoir deux intensités, et simplement le rapport de l'intensité de ces deux capteurs nous donne le rapport des molécules chargées en O18 par rapport aux molécules chargées en O16. Et oui, c'est ce curseur, voilà. Et c'est ainsi qu'on obtient le rapport isotopique de notre CO2 et donc de notre carbonate de départ. En fait, on va faire la même chose avec un gaz CO2 de référence, quelque chose qu'on achète dans le commerce, dont on sait exactement le rapport isotopique. Et la comparaison va nous permettre de calculer précisément le rapport isotopique de notre échantillon. Donc voilà pour la technique. Alors, comment on prélève nos petits échantillons dans les coquilles? Alors voici une coquille. Généralement, on la coupe en fait dans l'axe radial, dans le sens de plus forte croissance. Et on va prélever deux lames. Une de ces deux lames va être utilisée pour, donc celle-ci va être utilisée pour prélever des micro-échantillons. Donc ce que vous voyez sur la photo en dessous, vous voyez la surface de cette coquille, vous voyez des sillons. Chacun de ces sillons, en fait, a été tracé par une sorte de micro-perceuse qui est dirigée par ordinateur automatisé, donc qui permet vraiment de contrôler très précisément l'endroit où on prélève. Donc chacun de ces petits sillons en fait a produit une petite quantité de poudre qui est analysée par spectrométrie de masse. Parallèlement, une deuxième lame va être observée sous binoculaire où on va observer les lignes de croissance. En fait, ces lignes de croissance vont nous permettre de contrôler la chronologie de ces micro-échantillons qui ont été prélevés. Et alors l'étude de ces lignes de croissance, c'est ce qui constitue la sclérochronologie. Alors la sclérochronologie, qui est l'étude des processus et rythmes de minéralisation des organismes calcaires. Donc ceci est généralement fait en lien avec la géochimie, c'est-à-dire la composition en éléments et isotopiques de ces couches, pour des applications environnementales. Alors on va voir rapidement comment se forment les coquilles de mollusques. Toute la partie en dessous, en fait, c'est ce qu'on appelle le manteau, c'est le tissu vivant de la coquille. Et au-dessus, vous voyez, donc ça représente la coquille. En fait, la coquille va être, les cristaux vont se former sur cette surface. Sur cette surface, et à partir des éléments contenus dans ce qu'on appelle le liquide interpaléal. C'est-à-dire c'est une espèce de petite poche de liquide qui est dans cet espace-là, l'espace interpaléal, entre le manteau et la coquille. On distingue généralement une couche externe, qui va être vraiment la couche dans laquelle vont se former les lignes de croissance, et la couche interne qui va être en fait formée avec, séparément, qui vont avoir généralement une structure distincte. Donc en fait, la coquille, c'est quelque chose qui c'est inorganique, dans le sens c'est du carbonate de calcium, mais c'est quand même un objet, c'est quand même une structure dont la formation est totalement pilotée biologiquement. C'est quand même complètement contrôlé biologiquement, génétiquement, et ceci par intermédiaire de ce qu'on appelle une matrice organique. Ce sont en fait des protéines qui vont constituer une espèce de réseau
à l'intérieur et autour des microcristaux de carbonate de calcium qui constituent la coquille. C'est l'interaction, alors là il y a des interactions chimiques entre le carbonate de calcium et les protéines. C'est cette matrice organique qui va contrôler le fait que la coquille va être faite de calcite ou d'aragonite, qui va contrôler la microstructure. Alors tout à l'heure je vous ai montré la microstructure de la nacre, qui sont comme des fines, comme des petits disques empilés. Ici, c'est une autre structure de l'aragonite. Vous voyez, ce sont des couches. On appelle ça une structure lamellaire croisée. Ici, une structure qu'on appelle une structure homogène. Donc cet agencement géométrique des cristaux, en fait, est complètement contrôlé par la matrice organique, complètement contrôlé biologiquement. Et également les rythmes de formation, la vitesse de formation, la direction de formation de ces cristaux est totalement contrôlée biologiquement. Alors si on polit la surface et qu'on fait une légère acidification, l'acidification va éliminer le carbonate et on va laisser apparaître la matrice organique. Donc là c'est ce qu'on a fait. Et on voit apparaître, vous voyez ici en microscope électronique à balayage, vous voyez apparaître les petites fibres en fait, de matrice organique qui a laissé la place après dissolution du carbonate. Et là, on voit, donc, vous voyez cette structure croisée, on retrouve la structure lamellaire croisée. Et puis, il y a ces stries, ces lignes diagonales. Alors, ces lignes diagonales, en fait, on voit apparaître ici, ce sont les lignes de croissance. Et elles se manifestent, si on le voit mieux sur celui en bas à droite, là, par un petit relief, c'est-à-dire, en fait, ce sont des lignes où la matière organique est plus concentrée. Alors, comment elle se forme? C'est-à-dire, elle se forme avec une certaine cyclicité. Périodiquement, la coquille va en fait se fermer. Et quand la coquille est fermée, il ne va plus y avoir de précipitation. Et il va y avoir plus une accumulation de cette matrice organique qui va former ces lignes de croissance. Alors, vous voyez ici un exemple de ligne de croissance qu'on peut observer dans une coquille. Et donc ces lignes de croissance se forment avec la formation de ces lignes de croissance est déterminée par des forçages environnementaux périodiques qui peuvent former des cycles annuels ou des cycles lunaires ou des cycles diurnes. Une fois qu'on a réussi à identifier le type de périodicité associé à la formation, enfin dans une espèce, ces lignes nous fournissent des repères chronologiques extrêmement précis ensuite pour les enregistrements géochimiques. Alors voilà un exemple de ligne de croissance, donc en bas c'est un fort grossissement, vous voyez, c'est l'échelle là, 0 mm, de ligne de croissance d'une coquille de Mesodesma donatium, c'est une coquille péruvienne. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que dans ce cas-là, chaque ligne individuelle là se forme au cours d'une marée basse. Quand on a une marée basse, on a une coquille qui est intertidale, c'est-à-dire qui est émergée à marée basse. Il va y avoir fermeture de la coquille, formation d'une ligne de croissance. Et alors, les marées ne sont pas constantes, les marées suivent des cycles qui suivent les phases lunaires. Et tous les 15 jours, on a des marées de plus forte amplitude. Et ces marées de plus forte amplitude vont provoquer, vont être associées à des lignes de croissance plus sombres, plus épaisses et un peu plus rapprochées. Et ça va former comme ça des paquets un peu plus sombres et plus compacts qui vont avoir une périodicité d'à peu près 15 jours. Ça, c'est un autre exemple d'une coquille de Chioné subrugosa. Dans d'autres espèces, alors ici il s'agit d'un Pecten maximus de Brest. Cette espèce, par contre, va former des incréments, c'est-à-dire des petites couches. Cette fois, ça ne va pas être lié aux marées, mais c'est simplement lié au cycle jour-nuit. Chaque jour, une nouvelle petite couche est formée, qu'on peut voir assez clairement au microscope électronique. Alors ensuite, vous voyez sur la figure, la photo C en bas à gauche. Donc ça, en fait, ce sont les stries journalières. Et au milieu, en fait, ce sont des sillons qui ont été
pratiquer pour prélever des petits échantillons pour des analyses isotopiques. Et grâce aux stries journalières, on peut savoir exactement, on peut redater chacun des échantillons qui ont été prélevés. Bon, dans certaines espèces, les tailles de ces incréments sont liées à des paramètres environnementaux et biologiques. Donc, par exemple, ici, vous avez sur ces... on est toujours Pecten maximus. Vous avez la courbe des températures comparée à la taille des incréments. Donc, quand il fait plus chaud, la coquille va former un incrément qui est plus épais. Donc, on a un lien assez net entre température et taille d'incrément. Mais bon, évidemment, c'est pas le seul lien. On a toutes sortes de stress qui peuvent se manifester. Donc, bon, c'est le type de choses qu'on peut faire en sclérochronologie, c'est-à-dire mesurer les séries de taille d'incrément pour reconstituer des traits de vie. Par exemple, vous voyez en 1995, il y a ici une chute. Voilà. Vous avez une chute dans la taille des incréments qui ne correspond à aucun événement de température, mais qui en fait a été associé à un bloom planctonique. Donc c'est une très forte production d'algues qui a rendu les eaux un peu toxiques pour la coquille en question, qui a une chute de croissance. Donc c'est le type d'informations environnementales qui peuvent ressortir. Et donc bon, on en a déjà parlé. Là, c'est comment on peut reconstituer la chronologie d'un enregistrement isotopique à partir d'une ligne de croissance. Donc là, sur la coquille du dessus, donc en fait c'est la même coquille, mais sur une des lames, on identifie tous les cycles de marée. Et sur l'autre lame, en utilisant ces cycles, on peut exactement estimer la durée représentée par chacun de ces échantillons. Donc le but étant ici, par exemple sur cette espèce, de reconstituer des courbes géochimiques de résolution mensuelle. Alors on va voir quelques applications de ces techniques. Application pour ici étudier la saisonnalité de pêche et la mobilité de groupes de pêcheurs de la période pré-céramique au Pérou. Alors on revient un petit peu sur les lignes de croissance. Donc on a vu qu'on pouvait identifier des cycles liés aux marées. Et on peut aussi identifier, donc vous voyez sur la photo du dessus, des bandes larges et sombres en fait qui sont des bandes annuelles ici qui correspondent à l'été. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Donc vous voyez sur la coquille du dessous, tout en bas, si on identifie la dernière marque de l'été qui se manifeste par une bande plus sombre et bon, en se basant sur les registres instrumentaux actuels, on dit bon, l'été se termine, le stress de température lié à l'été se termine, on va dire à la mi-mars. C'est une date qui a une variabilité évidemment. Et à partir d'ici, donc on va avoir une référence temporelle. À partir d'ici, on va compter tous les cycles associés au cycle de marée. Et en comptant ce nombre de cycles, on arrive jusqu'à la fin, à la date de mort. Donc si on part du 15 mars, en gros ça fait un mois, on est à 15 avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Coquille qui aura été pêchée mi-septembre. Donc on a fait différents tests sur cette méthode et on a estimé que l'incertitude sur la datation de la date de pêche était d'environ plus ou moins 2 mois. Bon, pourquoi? Parce qu'il y a une incertitude sur l'identification de ces cycles, d'une part, et puis il y a évidemment une incertitude aussi sur la date de fin de la bande d'été. Alors, la méthode alternative pour déterminer la date de pêche d'une coquille, c'est à partir de la courbe de delta O18. Donc, vous vous rappelez, le delta O18 des carbonates dépend du delta O18 de l'eau et de la température. Alors au Pérou, le delta O18 de l'eau est extrêmement constant, puisque ce facteur en fait dépend essentiellement des arrivées d'eau douce et de l'évaporation.
mais comme on est sur une côte très aride, avec des arrivées d'eau douce qui sont très limitées, on a un facteur constant. Donc la variabilité du delta 18 des coquilles dépend de la température. Et en mesurant le long d'une coquille ce paramètre, on a ici un cycle, une cyclicité saisonnière qui retrace la cyclicité des températures. Donc vous voyez clairement hiver, été, hiver. Et ce qui nous permet, et la fin du signal isotopique correspond évidemment à la date de pêche de la coquille. Donc cette coquille a été pêchée au début de l'été, donc sur un axe mensuel qui a été redéfini d'après les lignes de croissance. On estime sa date de pêche en décembre. Alors le problème c'est que cette méthode ça coûte cher, parce que les analyses isotopiques ça coûte cher, alors que compter des lignes de croissance ça coûte pas cher. Et si on veut en faire beaucoup, il vaut mieux utiliser les lignes de croissance. Alors ce qu'on a fait c'est qu'on a validé la méthode disons sclérochronologique avec la méthode isotopique, c'est-à-dire qu'on a fait une comparaison entre les résultats obtenus par la méthode isotopique sur un certain nombre de coquilles, et ensuite qu'on a comparé à des résultats obtenus par la méthode sclérochronologique de manière indépendante, mais sur les mêmes coquilles. Et on s'est rendu compte que ça collait bien, et on avait une déviation standard de la différence qui était inférieure à 2 mois, ce qui correspondait à peu près à l'incertitude qu'on avait déterminée. Donc après, en utilisant ces lignes de croissance, on a déterminé la date de pêche de 116 coquilles sur 4 niveaux de la Quebrada de los Burros. Donc ces 4 niveaux, donc le plus ancien, N6, qui date à peu près de 9000 ans, et le plus récent, N2, qui date à peu près de 7000 ans. Et donc là, vous voyez la fréquence qu'on obtient pour chacun de la fréquence de pêche par mois dans l'année. Vous voyez en bas, juin, juillet, août, etc. Ça toute l'année. Donc par exemple, ça veut dire que sur N6, pour le mois de janvier, on a trouvé 6 coquilles qui ont été pêchées en N6. Donc on a une distribution de fréquences de ces dates de pêche. Ce qui apparaît clairement, c'est que sur tous les niveaux, déjà, on n'a pas une distribution aléatoire. On a une distribution qui est clairement modale. Dans tous les cas, on a une distribution qui est à peu près gaussienne, en tout cas au niveau statistique, c'est significatif. Ce qui veut dire que l'activité de pêche de cette ressource a toujours été saisonnière. Alors après, les 3 niveaux N4, N5, N6, en fait, ne sont pas statistiquement différents. Donc on les a regroupés, alors que N2, lui, était différent. Alors qu'est-ce qui se passe? On est sur une zone où les ressources sont... Donc là, vous avez la flèche qui indique le site, et qui est répartie entre la zone côtière et ce qu'on appelle les lomas, qui sont des écosystèmes un peu particuliers. Ce sont des écosystèmes de plantes qui se développent uniquement en hiver grâce au brouillard côtier. Et donc c'est pas une ressource qui est disponible toute l'année, c'est disponible uniquement, je dirais, entre juillet et décembre, novembre. Alors on a comparé pour ces deux phases la distribution, enfin la saison de collecte de cette espèce par rapport à la saison d'activité des lomas. Et on se rend compte qu'il y a un changement assez clair. Bon, déjà au niveau de la date, il y a clairement un changement dans la saison de collecte. Dans la première phase, on avait quelque chose qui est plutôt centré sur le mois de janvier, c'est-à-dire l'été, vraiment dans l'été austral. Alors que dans la deuxième phase, on a une collecte qui est plus centrée sur le mois d'octobre, début novembre. Donc, et là où on est vraiment dans la pleine activité de ces écosystèmes de lomas. Donc on observe un changement dans la stratégie d'exploitation des ressources.
Si on associe ça aux informations qui viennent de l'analyse de l'industrie lithique, on voit que dans les phases les plus anciennes, en bas, on a des restes lithiques beaucoup moins abondants, alors que dans le niveau supérieur, on a des restes lithiques beaucoup plus abondants, et puis aussi on a un changement clair de style. Donc là, on a mis en évidence vraiment un changement dans le mode d'occupation et dans la stratégie d'occupation de ce site, à partir donc de la sclérochronologie associée aux autres éléments. On voit aussi que dans la partie, donc la partie supérieure, on a beaucoup plus de restes de mammifères terrestres justement qui viennent dans ces écosystèmes de Lomas. Donc dans la deuxième phase, on avait une occupation a priori plus installée dans ce site, avec une exploitation de tous les milieux, alors que dans la première phase, on avait plutôt des occupations, disons, sporadiques, pas vraiment installées, où ils venaient plutôt en dehors de la saison des Lomas, donc probablement une mobilité beaucoup plus dispersée dans le milieu. Alors, je passais aux autres applications. Maintenant, on va passer aux reconstructions paléo-environnementales. Alors, sur un premier exemple, l'exemple de reconstitution de Paléo El Niño. Donc, on est toujours au Pérou. Alors, El Niño, rapidement, de quoi il s'agit. Donc, vous avez ici les températures de l'océan dans le Pacifique. Donc, en situation normale, vous avez un océan qui est plus froid au niveau du Pérou et plus chaud au niveau de l'Indonésie, et ceci en raison des alizés qui poussent les vents d'est en ouest, qui provoquent des remontées d'eau profonde au niveau du Pérou. Donc ces eaux profondes sont plus froides, et donc on a ces eaux plus froides. En conditions La Niña, qui est la carte supérieure, en fait ces conditions sont renforcées, cette circulation atmosphérique est renforcée, les eaux profondes remontent avec plus de force, et donc on a un refroidissement au niveau du Pérou. Alors que pendant un événement El Niño, en fait, on a une rupture de ces vents alizés qui va provoquer un reflux des eaux chaudes de l'Indonésie sur l'Amérique latine. Donc ça a des très grosses conséquences sur le climat, sur la variabilité climatique, notamment au Pérou. Ça va complètement transformer sur la période d'1 an environ les températures, précipitations dans toute la zone tropicale. Donc on s'intéresse beaucoup à ce phénomène puisqu'il a quand même des répercussions climatiques très fortes. Donc on s'intéresse à son comportement dans le passé. Bon, ça, ce sont les différents indices qui retracent l'évolution de l'ENSO au cours donc ENSO pour El Niño Southern Oscillation au cours des 50 dernières années. Alors il y a un certain nombre de reconstitutions environnementales qui existent, donc je fais un petit aperçu rapide à partir de Coro dans le Pacifique central. On utilise aussi des cernes d'arbres au Mexique, dont la taille de ces cernes d'arbres va dépendre de l'humidité qui elle-même varie en fonction des conditions dans le Pacifique. Des coraux également de l'autre côté du bassin Pacifique. Ici un enregistrement qui vient d'un lac d'altitude en Équateur, donc qui a aussi produit un enregistrement sédimentaire qui a été interprété comme un enregistrement des événements El Niño. Donc nous, ce qu'on se propose de faire, c'est d'utiliser les coquilles de mollusques du Pérou pour des reconstitutions des SST, pour Sea Surface Temperature, à haute résolution, parce que dans El Niño, c'est un phénomène océanique à la base, donc qui se traduit par des températures plus élevées, mais on n'a aucun enregistrement de température. Tout est basé sur les conséquences atmosphériques, c'est-à-dire sur les événements de pluie qui sont associés. Alors voici la zone d'étude. Donc on est au Pérou. Voici les sites dont on va parler. Bon, ici on a simplement comparé en fait
les températures enregistrées au Pérou sur les 50 dernières années, sur la côte du Pérou, avec les indices qui existent de l'activité d'El Niño. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la variabilité des températures au Pérou, enfin les anomalies de température sont extrêmement bien corrélées à l'indice El Niño du Pacifique Est, et que la variance de l'amplitude saisonnière est un indicateur fiable de l'intensité de l'activité d'El Niño, si on peut dire. Donc plus la variabilité de cette amplitude saisonnière est importante, plus l'activité d'El Niño est importante. Alors c'est quelque chose qu'on va essayer de reconstruire à partir des coquilles de mollusques. Donc ça c'est ce que je vous ai montré, on fait des échantillonnages sériés sur des coquilles archéologiques. Ça je vous en ai déjà parlé, c'est-à-dire que je disais que le delta O18 de l'eau est en fait très stable sur les côtes du Pérou, donc ce qu'on va enregistrer ça va être essentiellement des variations de température. Donc là c'est un test sur une coquille moderne. Vous voyez en noir la courbe des températures locales qui colle très bien à la courbe des delta O18 enregistrées le long d'une coquille. Alors on a pris un échantillon de coquilles modernes qu'on a collecté en fait dans des amas coquillers modernes. Donc c'est quelque chose qui l'intérêt de cet échantillon, c'est qu'il a été formé exactement de la même manière que les échantillons qu'on va ensuite prélever dans des amas coquillers archéologiques. C'est un échantillon aléatoire qui ici il y a 13 coquilles, qui va être représentative, disons, des conditions climatiques des dernières décennies du XXe siècle. Cet échantillon va nous servir de référence pour estimer l'amplitude des variations climatiques dans le passé. Cette technique est plus fiable que de comparer les reconstitutions passées à des données instrumentales. Il vaut mieux comparer des choses comparables, c'est-à-dire une reconstitution sur des coquilles passées à des données obtenues sur des coquilles modernes. Donc cet échantillon, vous voyez donc là chaque carré en fait représente une coquille. Si on prend la première, on a une courbe isotopique ici qui représente à peu près 1 an et demi, qui a été replacée sur une échelle mensuelle. Donc de 0 à 12, c'est 0 à 12 mois. Et les petits triangles représentent les extrémas qui vont être utilisés pour l'estimation de l'amplitude saisonnière été-hiver. Donc cet échantillon nous donne une estimation statistique des conditions moyennes pour la période moderne, la température moyenne, l'amplitude saisonnière moyenne et la variance. Donc en 2004, il y a eu un papier qui avait été publié. On avait regardé les âges réservoirs. Donc, je vais parler de l'âge réservoir tout à l'heure. C'est-à-dire c'est donc l'âge du carbone marin. Et on peut l'estimer simplement en faisant une comparaison en datant un couple de charbon et de coquilles associés. Le charbon n'a pas d'âge réservoir, la coquille, elle, est chargée d'un âge réservoir. Donc la différence entre ces deux dates va nous donner l'effet réservoir. Et cet effet réservoir est lié à l'intensité de ces remontées d'eau profonde. Parce que les eaux profondes sont plus anciennes, donc on a un âge réservoir plus important. Et ce qu'on observe, c'est qu'avant 6000, on a des données qui sont extrêmement variables, qui ont des grosses barres d'erreur, mais on a en général un âge réservoir beaucoup plus important qu'à l'actuel, ce qui nous indique des remontées d'eau profonde plus intenses. D'autre part, autre indication totalement indépendante, voici la stratigraphie du site de la QLB. Alors, vous voyez compris alors en bas vous avez des espèces des gros blocs de pierre, puis au-dessus également, qui sont peut-être des événements de glissement de terrain dus à des précipitations catastrophiques liées à El Niño. Et entre les deux, on a des séries
de couches noires, qui sont des couches très riches en matière organique, qui témoignent qu'à cet endroit-là, on avait une zone un peu marécageuse et donc des conditions assez humides par rapport à aujourd'hui. Donc voici la zone comme elle est actuellement. Il y a toujours un débit constant d'une source, mais on devait avoir une espèce de zone marécageuse beaucoup plus ample. Et cette eau en fait est alimentée par une petite nappe phréatique locale qui est chargée par des brouillards côtiers hivernaux. Et alors c'est là que tout ça fonctionne bien. Alors voilà nos différents indicateurs au-dessus. On a les coquilles, qui associé au charbon nous indique un âge réservoir plus important, donc un upwelling, c'est des remontées d'eau profonde plus importantes. Indépendamment, le delta O18 nous indique un océan plus froid. La sédimentologie nous indique des conditions plus humides, et on sait également, d'après les races de mammifères, qu'on avait des lomas assez développés. Et tout ça nous donne des éléments qui en fait sont tout à fait cohérents dans le mécanisme environnemental local. C'est-à-dire qu'un upwelling plus intense provoque des remontées d'eau profonde plus fortes, ces eaux sont froides, donc on provoque bien, sont clairement la cause de ce refroidissement de l'océan à cette période-là. Les eaux froides de l'océan provoquent la condensation de brouillards côtiers, qui sont la source d'humidité locale qui alimente la nappe phréatique et qui crée les conditions humides. Et également, ces brouillards et cette humidité permet le développement important de ces écosystèmes de lomas. Donc on a vraiment là l'association de plusieurs indicateurs paléo-environnementaux qui donnent une image tout à fait cohérente et donc un scénario paléo-environnemental tout à fait robuste. Alors si on revient à une reconstitution par un dessinateur. Alors un deuxième exemple de reconstruction paléoclimatique qui utilise la géochimie de coquilles archéologiques. Donc là cette fois on est au Sénégal. Et ces coquilles vont être utilisées pour la reconstruction des paléomoussons. Alors la mousson, évidemment, on est dans une zone où la mousson est un facteur clé au niveau économique, et un facteur clé aussi de tout. C'est ce qui conditionne toutes les zones, toute la végétation. Donc vous avez à gauche le gradient de précipitation. On est à un endroit où on a le plus fort gradient latitudinal de précipitation en Afrique, qui est associé à un gradient de végétation. Alors on est dans un estuaire, le site se trouve dans un estuaire hyper salin, donc c'est un peu particulier, c'est-à-dire qu'on a une évaporation qui est supérieure aux précipitations. Et donc il y a plus d'eau qui est évaporée que d'eau qui tombe. Alors c'est l'eau de mer qui va rentrer dans l'estuaire par les marées, et cette évaporation va provoquer une accumulation du sel, et donc c'est ce qu'on appelle un estuaire inverse, c'est-à-dire quand on remonte la rivière, la salinité augmente. Et à Kaolack, on peut avoir une salinité Kaolack est en haut là, qui monte jusqu'à 100 pour 1000, alors que l'océan est à 35 pour 1000. En saison sèche. Donc on a un système ici assez particulier qui est très sensible aux variations des précipitations. Alors on a étudié le site du Durand-Boumac que vous avez vu une stratigraphie tout à l'heure. Là, la revoici à gauche. Je vous remontre le modèle d'âge. Et donc on a échantillonné, on a prélevé des échantillons de coquilles sur des sections d'1 mètre sur toute la hauteur. Et on a commencé par faire des analyses isotopiques sur ces coquilles, mais des analyses qui ne sont pas en haute résolution, mais des analyses globales. C'est-à-dire on a pris un échantillon pour toute la coquille, donc la valeur va moyenner toute la période de vie de la coquille, c'est à peu près 2-3 ans. Donc ici, vous voyez à gauche, chaque rond correspond à la valeur obtenue sur une coquille. En abscisse, vous avez les dates qui ont été reconstituées par le modèle d'âge. Donc les barres horizontales noires représentent la moyenne obtenue sur un niveau. Et on les compare aux valeurs isotopiques de coquilles actuelles.
Donc 4 et 5, là en fait ça représente des sites de prélèvement de coquilles modernes qui sont proches du site archéologique. Et ici à droite, ce sont toutes les valeurs obtenues dans tout l'estuaire. Et donc on observe une différence de 1,4 pour 1000 entre la moyenne des valeurs fossiles et la moyenne des valeurs actuelles. Alors, je fais observer qu'en fait l'échelle des ordonnées est inversée. Et donc on a en haut, donc, ça correspond à des conditions plus humides, c'est-à-dire à des salinités plus faibles, et en bas à des conditions plus salées. Donc on a un changement de la valeur isotopique qui est assez conséquent et qui traduit clairement un changement de conditions de salinité dans cet estuaire. Donc là on est sur des périodes entre 500 après de notre ère à peu près 1100 de notre ère. Cette différence est si forte qu'il est probable qu'en fait à cette époque-là l'estuaire n'était pas inverse comme aujourd'hui, mais on avait des salinités plutôt inférieures à celles de la mer. Donc probablement des conditions plus humides, peut-être une mousson plus humide, mais tout ça représente en fait un bilan annuel de précipitation-évaporation, qui est le résultat de mécanismes saisonniers. Est-ce que les précipitations étaient plus fortes ou est-ce qu'elles étaient plus étalées dans le temps? Donc c'est ce qu'on va essayer de voir en regardant les enregistrements isotopiques à haute résolution, voir qu'est-ce qui se passe au niveau saisonnier. Alors au niveau saisonnier, alors ici c'est pas un enregistrement de coquilles, ce sont des prélèvements que nous avons effectués qui ont été faits chaque semaine dans l'estuaire, des prélèvements d'eau. Donc là les points noirs, ce sont des valeurs isotopiques de l'eau dans l'estuaire et pour le long d'une année. C'est tout de novembre 2010 à novembre 2011. Et donc on observe une cyclicité très, très claire du delta 18 de l'eau dans l'estuaire. Et on a également placé un pluviomètre et on se rend compte que la saison des pluies, qui va de juillet à octobre, correspond exactement à cette phase, à cette tendance dans le signal isotopique de l'eau. Alors ce signal isotopique, on le retrouve exactement, très clairement, dans les coquilles. Donc voici Anadara senilis, qu'on retrouve dans tous les sites archéologiques de cette zone, et un enregistrement de résolution mensuelle qui recouvre à peu près 3 saisons des pluies. Et chaque saison des pluies, en fait, est définie par cette phase de cette pente dans le signal isotopique. Parallèlement à ça, comme on a vu précédemment, vous voyez cette espèce forme des lignes de croissance qui suivent les rythmes des marées. Donc on va pouvoir également identifier les cycles lunaires. Alors tous ces cycles sont positionnés, sont identifiés par les petits ronds blancs là, qui sont sur la coquille. La courbe isotopique permet de définir où commence et où termine la saison des pluies dans la coquille. C'est-à-dire, la saison des pluies commence vraiment la rupture de pente dans le signal isotopique, permet de le positionner, et se termine au sommet. Ensuite, simplement en comptant le nombre de cycles dans la coquille, dans ces espaces, on peut estimer la durée de la saison sèche et la durée de la saison humide. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez novateur, parce que c'est la première fois qu'on est capable de reconstituer la durée des saisons en Afrique, et c'est un paramètre qui est extrêmement clé en fait pour la végétation. Vous pouvez avoir 1000 mm de pluie dans l'année. Si ces 1000 mm de pluie sont répartis sur 2 mois ou sur 6 mois, s'ils sont sur 2 mois, vous aurez une savane. S'ils sont étalés sur 8 mois, vous aurez une forêt tropicale. Donc c'est vraiment la saisonnalité de répartition des pluies qui détermine la végétation et qui également va déterminer toutes les ressources au niveau, enfin sur le plan archéologique, c'est toutes les ressources, les stratégies d'agriculture et autres. Alors on a fait une reconstitution. Bon alors là on a regardé la reproducibilité du signal.
Et donc si on a fait une reconstitution sur nos coquilles archéologiques de notre site, donc on va d'à peu près de 500 à 1000 de notre ère, et on trouve une forte variabilité. Donc là en abscisse, c'est la durée de la saison de mousson qu'on compare. Alors cette courbe là, en fait, ça vient du registre instrumental. Hein. Ce sont des données de précipitation actuelles de 1920 à 2000. Et on voit que la variabilité, la durée des saisons dans le registre instrumental n'est pas énorme. Et on a une moyenne à peu près 90 jours, donc en gros 3 mois. Alors que dans le registre fossile, notre valeur moyenne se situe plutôt autour de 150 jours. Donc 5 mois. Donc on a une durée de la saison des pluies qui était plus longue d'environ 2 mois par rapport à aujourd'hui. Donc ça c'est un changement climatique qui peut avoir de très grosses conséquences au niveau de l'agriculture et autres. Et par exemple, il y a des écrits d'explorateurs portugais du XVe siècle, on n'est pas exactement dans la même période, un peu plus tard, mais qui reportaient de leurs observations reportaient que les gens à cette époque-là faisaient 2 moissons par an, alors qu'aujourd'hui on fait toujours qu'une seule moisson. Et reportait également des pluies de printemps qui aujourd'hui n'existent pas. Donc on a vraiment des changements possibles dans la durée des saisons qui sont indétectables aujourd'hui, dont on peut pas vraiment, qui sont indétectables dans le registre instrumental. C'est-à-dire que le registre instrumental, vous pouvez l'analyser pour étudier la variabilité du climat, mais il ne contient pas toute la variabilité du climat. Donc voilà le deuxième exemple d'application paléoclimatique à partir de coquilles archéologiques. Voilà, je vous remercie.